Bonjour Mouneko, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc nous sommes là pour parler de cette assemblée générale ordinaire de l'organisation. Peut-être un rappel du MNIS. Donc le MNIS c'est quoi exactement? C'est un nouveau parti, en fait c'est l'un des nouveaux partis indépendantistes mais qui est là depuis quelque temps déjà. Oui, tout à fait. Encore une fois, bonjour, merci pour cette invitation à la radio Jido. Effectivement, le MNIS, il s'est créé en 2019 lors des provinciales, normalement les dernières de l'accord de Nouméa. Et donc, nous sommes arrivés pour une offre politique rationnelle sur le projet de société. Et notre offre politique, c'est le nationalisme kanak inclusif, où on assume le mot kanak et on en fait un lion à la fois juridique, institutionnel, mais aussi sociétal, parce qu'aujourd'hui le métissage kanak, il permet à la fois les passerelles, à la fois entre les différentes communautés qui composent notre pays, mais il assume aussi surtout le tertre kanak, cette terre qui a accueilli l'ensemble des habitants depuis l'avant-colonisation jusqu'aujourd'hui. Donc l'histoire, c'est pas de la refaire, mais surtout l'assumer tous ensemble et en faire un fervent lien national pour l'ensemble des enfants du pays. Le MNIS a fait beaucoup de tentatives sur les différentes élections qui se sont tenues donc depuis son arrivée dans le milieu politique. Pas beaucoup de bons résultats, mais en tout cas, le parti a sa voix dans l'échiquier politique aujourd'hui et compte parmi ces organisations indépendantistes du pays. Le MNIS, tout à fait, à chaque fois, nous sommes force de proposition. C'est notre ADN. C'est non pas que faire des constats ou faire le fait de dénoncer des choses qui se passent dans notre pays, mais c'est autant faire des propositions concrètes en matière de politique publique, mais surtout de projets sociétal. Et surtout, notre ADN aussi, c'est créer le débat. Créer des espaces dans cet AG qui va avoir lieu à Rivière-Star samedi 11 octobre prochain, où on invite l'ensemble des citoyens. C'est une AG ouverte et donc il est important pour nous de rappeler effectivement le MNIS à chaque fois est présente dans l'ensemble des échéances électorales. Nous sommes environ à 3% des suffrages exprimés, donc ce qui n'est pas rien. Et effectivement la configuration pays au niveau surtout provincial, il faut atteindre à minima les 5% pour pouvoir avoir des élus au niveau du Congrès, au niveau provincial. Mais nous disons à chaque fois, il n'y a pas que dans les institutions, preuve en est, le 13 mai dernier, l'insurrection nous a rappelé combien les institutions n'étaient pas présentes. Le pays s'est auto-organisé, les différents quartiers, les communes, les tribus avec nos chefferies, et ça c'est important de le rappeler quand aujourd'hui on a des institutions qui sont dépassées de par les mandats électifs qui leur sont donnés, artificiellement qui sont prolongés, le pays s'organise et ça c'est important de le rappeler, cette résilience qui est la marque et la force de notre pays. Donc c'est important que vous parliez simplement de l'organisation et de ce qu'elle est cette organisation-là. Beaucoup parlé aussi de la jeunesse de cette organisation. Donc aujourd'hui, qu'en est-il il y a beaucoup de jeunes militants qui sont dans les diverses organisations du pays, aussi bien institutionnelles que à terrain. Tout à fait. Aujourd'hui, quand on voit effectivement le panel de ce que représente notre société aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est l'émergence à la fois de nouveaux partis, et nous ne sommes pas le seul. Et effectivement, on a fait partie de cette nouvelle génération d'indépendantistes, nationalistes surtout et progressistes, qui venant faire des offres dans le débat institutionnel et aussi sociétal du pays. Mais on voit l'émergence de nouveaux partis, vous le voyez très bien, le MOI, et là on est encore dans une dynamique progressistes, mais également des associations, et cela encore plus après le 13 mai. On parle beaucoup d'associations de renaissance quelque chose. Il y a à chaque fois où en langue, on l'entend dans des associations, Tofoki, etc. Donc c'est intéressant de voir que le pays veut renaître quelque part de ses cendres. 40 ans après, c'est pour dire qu'il y a quelque part là un bilan intéressant à donner en matière de politique publique. Je rappelle la partie sociale et
économique, c'est une conventionnelle. Nous arrivons aujourd'hui sur les élections provinciales. Donc ça va être intéressant de questionner les élus en place sur les 40 dernières années qui sont passées. Quel a été ce bilan au niveau social quand on voit aujourd'hui que le théâtre de l'insurrection, ça a été les quartiers populaires? Les quartiers populaires, c'est une compétence aussi qui est au niveau de la mairie. Donc il y a des politiques publiques de proximité à réinterroger. Mais je pense que ce qui va être intéressant, c'est de faire dialoguer l'ensemble de la population, parce qu'ils ont beaucoup à apporter en matière d'éclairage, en matière d'évaluation aussi de ces politiques publiques, parce que quand on parle de politique publique, forcément il y a du financement, il y a de l'argent qui a été mis derrière. Aujourd'hui, qu'en est-il? Et je pense que cet AG, c'est un peu faire le bilan de tous ces éléments-là et surtout se projeter dans un projet où nous, on marque direct à la rupture. Hein. Nous sommes dans une position de politique décoloniale où on veut non pas reconstruire avec les mêmes fondements qu'on avait il y a 40 ans, mais vraiment avec un assainissement de l'offre institutionnelle, de politique publique, mais également de participation active et démocratique des citoyens. Parce que les acteurs, c'est d'abord nous. Nous reviendrons peut-être sur l'Assemblée générale que vous allez tenir samedi. Peut-être que c'est toujours aussi dans les sujets où va être débattu des dossiers, comme justement les élections provinciales. Vous vous êtes exprimé dernièrement sur cette question. Donc, une fois encore, vous dites encore et vous assistez à ce que les élections provinciales se tiennent à la fin de l'année, donc au mois de novembre de cette année. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre 2025 et il n'y a aucune loi qui promulgue le report des élections provinciales en l'état. Surtout quand on sait au niveau de l'actualité nationale, avec un gouvernement le cornu qui a du mal à se mettre, donc il prend le temps que ça prendra, mais en tout cas c'est du temps de perdu pour la mise en œuvre du fameux projet d'accord de Bougival qui est pour nous encore une fois un passage en force, même si il y a eu ces discussions qui se sont passées le 12 juillet dernier à Paris. Aujourd'hui, le FLNKS rejette en bloc ce projet d'accord parce qu'il devait être modifié, etc. et tout ce qui en suit derrière. C'est un projet d'accord qui est devenu un accord et derrière où le ministre Valls a voulu faire toute la procédure juridique, en tout cas au niveau national, aujourd'hui qui est tombée à l'eau parce que le gouvernement a eu un vote de défiance. Donc aujourd'hui, en l'état des choses, ce que je peux dire pour être totalement pragmatique, c'est que nous allons aux élections provinciales. Aucune loi n'est promulguée, en tout cas pour son report. Et ce qui est important de dire, c'est que la légitimité démocratique et institutionnelle du pays a besoin de cela. Le pays a besoin de retourner aux élections provinciales. On l'a bien vu l'année dernière lors des législatives, comment le vote a calmé cette insurrection. Nous étions en phase d'insurrectionnelle et on a bien vu que le vivier il est du côté indépendantiste. Avant l'insurrection, on était à 2 députés. Après, on a eu un député progressiste nationaliste indépendantiste, dont M. Emmanuel Tchibao, et un autre, M. Mesdorf, en première circonscription. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important pour la légitimité démocratique du pays de repartir aux élections, non seulement pour avoir de nouveaux élus qui vont soit être reconfirmés, revalidés, etc., mais en tout cas, les gens la population du pays se serait positionnée par les urnes pour porter ceux qui vont écrire la suite de l'évolution institutionnelle du pays. Vous avez fait part cela au Sarien, vous avez écrit un courrier, c'est ça? Tout à fait, parce que depuis le 1er mai 2025 de cette année, nous sommes dans la période préélectorale. C'est-à-dire qu'il va y avoir un contrôle à exercer de la part du HOCER sur justement l'ensemble des institutions. Il y a interdiction de promotion, de réalisation et de la gestion des collectivités parce que nous sommes dans cette période préélectorale. Et celle-ci, ça a été envoyé un courrier qui a été envoyé le 2 septembre dernier à Monsieur le HOCER pour l'application immédiate de cette loi. C'est la loi
52-1 du code électoral. Donc effectivement, à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de retour de notre courrier, mais des recours vont certainement avoir lieu, parce que c'est le droit qui le dicte. Aujourd'hui, la Constitution, elle est claire, c'est l'accord de Nouméa, la QPC, elle est tombée, c'est une des actualités aussi sur le gel du corps électoral. Donc la QPC, elle a été prononcée par le juge constitutionnel. Donc aujourd'hui, c'est la Constitution, la loi organique qui s'applique. Donc le corps électoral peut être appliqué pour ces prochaines élections, même s'il y a des recours. Le Conseil constitutionnel a dit le corps électoral est valide pour s'il y a élection à la fin de l'année. Aujourd'hui, tout à fait. Aujourd'hui, le juge, la dernière question de la QPC qui s'est prononcée dernièrement, elle va dans le sens de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas eu ici au niveau politique, au niveau local, tant qu'il n'y a pas eu d'accord global au niveau des instances institutionnelles et politiques au niveau local, au niveau national, ils ne peuvent pas modifier la Constitution. Parce que ça, c'est un processus qui est inscrit dans l'accord de Nouméa, et aujourd'hui, le juge constitutionnel, il n'est pas le constituant, qu'il doit modifier la Constitution. Donc la Constitution, elle continue de s'appliquer. Autre sujet d'actualité sur le plan politique, c'est bien sûr le retour possible des militants politiques et indépendantistes qui étaient incarcérés l'année dernière, bien sûr, les responsables de la CCAT, qui ont été déplacés à Paris, libérés sur place, mais qui ne peuvent revenir au pays. Dernièrement, il y a eu une décision de justice qui leur permette de revenir, qu'ils reviennent ici au pays. Un appel a été fait par le parquet à l'encontre de cette décision. Toutefois, c'est une décision très importante pour les militants qui ont été incarcérés en France. Et pour les indépendants qui sont là. Oui, tout à fait. Non, mais aujourd'hui, le droit, qu'est-ce qu'il dit? Il faut regarder le train. Il y a des mesures d'allègement qui sont données d'un point de vue judiciaire sur ce dossier-là, qui n'est pas des moindres. On rappelle, les militants dont le président du FLNKS et ceux qui ont été mis sous écrou à 22 000 km de chez eux pendant 1 an. Aujourd'hui, il n'y a rien qui vienne justifier qu'ils soient incarcérés, etc. La justice a parlé, elle a tranché. Les mesures d'allègement au niveau judiciaire, elles sont faites. Ils ont l'autorisation de rentrer chez eux. Aujourd'hui, s'il y a ces réactions de la part du camp loyaliste, c'est encore une fois de plus une démonstration de la manipulation néocolonialiste à l'origine des provocations de l'insurrection. Je vous rappelle ici, juste avant le 13 mai, juste là, devant l'outil pays qu'est le Congrès, Madame Sonia Baquès a appelé au bordel. Et elle n'a pas été mise sous écrou pendant 1 an en attente de tous les dossiers. Donc aujourd'hui, les mesures d'allègement, elles sont prononcées. Il rentre tout simplement librement chez lui, avec des mesures judiciaires qui sont toujours là de contrôle, mais allégées. Une leçon de démocratie dans ce genre d'opération, puisque souvent en rapport avec le combat des indépendantistes, le combat du peuple kanak pour se libérer de ce système colonial, on en a eu beaucoup d'affaires où il n'y a jamais eu des décisions en faveur, il n'y en a pas beaucoup ou peu, de décisions en faveur des indépendantistes. On se rappelle de ce qui s'est passé pour les militants de Yengen dans les années 80. Il y a aussi l'assassinat de certains leaders. On en a parlé dernièrement de l'assassinat de Pierre de Clercq en 1981, l'assassinat des lois et des autres militants. Souvent, ce n'est jamais en faveur des militants indépendantistes. Donc aujourd'hui, le droit a parlé en faveur de certains indépendantistes, des militants indépendantistes. Peut-on se contenter de cela? Il est vrai que quand ça va pas dans le sens des personnes néocolonialistes, forcément, ça fait réagir. Là, aujourd'hui, le droit s'est prononcé sur tous les chefs d'inculpation qui a été donné contre les militants de la CCAT, dont le président du FLNKS.
aujourd'hui, les mesures judiciaires d'allègement, elles sont présentes. Donc, je pense que quand on est républicain et défenseur de la démocratie, ben, on commence par respecter la justice en place. Une pensée en particulier à ces deux mamans, donc qui sont encore là-bas, mais qui ont été tout de même eu des allègements avant les autres depuis, mais qui sont en France, etc. Donc, bien évidemment, une pensée à tous les militants, à toutes les mamans, les deux mamans, et même à tous les militants qui soient en métropole et surtout ici, dans les quartiers populaires et partout, dans les squats, dans toutes les communes du pays auxquelles cette crise nous coûte beaucoup d'un point de vue social. Je rappelle, la province sud, elle a fait des économies sur toute la partie budgétaire, et donc une acte de baisse de 34% de l'enveloppe, soit 365 millions de francs, qui touche aujourd'hui 12 000 élèves concernés. Donc cette partie-là, c'est des économies qu'elle a fait sur le plan social et sur les bourses. Et nous, c'est ce que nous dénonçons. Nous avons mené des actes au niveau du contentieux. Nous avons eu gain de cause sur l'annulation d'un refus de bourse fondé sur la condition de 10 ans. Donc c'est une victoire qui a été partielle, mais qui a permis aujourd'hui d'aider les populations dans le même cas. Ça a créé une jurisprudence. Et aussi sur tout ce qui est l'aide au logement. Toute cette partie juste après le 13 mai, il y a eu d'autres durcissements, mais en particulier dans les quartiers populaires qui ont été la cible, idem pour tout ce qui est aide médicale. Donc toutes ces actions-là ont été portées au niveau du tribunal. Ça va être un bilan que nous allons rendre également à cette assemblée générale que nous faisons samedi prochain. Donc il est important pour nous de dire que des rapports sont produits, des rapports ont été envoyés aux députés dans la France Insoumise, ceux aussi de GDR, dont notre député et aussi notre sénateur, et l'ensemble de la classe politique nationale qui se rendent ici en Nouvelle-Calédonie. À chaque fois, nous leur faisons part de ces rapports avec notre rapport d'action au niveau du contentieux. Dernière question, c'est bien sûr, encore une fois, vous avez évoqué votre assemblée générale ordinaire de samedi. Ça va se passer dans des quartiers populaires à Rivière-Salée, c'est ça? Rivière-Star. Donc peut-être plus de précision et une invitation à ceux qui nous entendent. Oui, donc encore une fois, merci. Je profite de cette tribune pour faire une invitation solennelle à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent, et plus largement, que vous êtes tous invités, citoyens, militants, sympathisants, et également tous qui veulent construire leur pays, à venir débattre avec nous dans cet espace, à la fois de faire le bilan de l'ensemble de nos actions, mais surtout se projeter dans un État souverain, kanak et surtout inclusif avec tout le monde dans le cadre d'une souveraineté décoloniale. Le lieu précis, c'est où? C'est au Faré de Rivière-Star, donc Rivière-Salée. Rivière-Star, c'est un des quartiers qui a été très mobilisé aussi, donc il se situe à Rivière-Salée, et ça va être au Faré de 8h jusqu'à 11h30. Voilà, merci à Mouneko Rochas d'avoir accepté cette invitation et d'avoir bien sûr voulu répondre à nos questions, Letty. Merci à vous.